Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 3 de Paris-Nice. Le contre-la-montre par équipe, c'était du côté d'Auxerre. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé parce qu'il y a quand même eu des belles surprises aujourd'hui et des mauvaises surprises qui vont avoir des conséquences sur le reste de la course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief des compétitions en direct avec les shorts. Alors, j'en ai pas fait aujourd'hui sur Paris-Nice. Tout simplement parce que j'ai essayé d'enregistrer, je me suis dit voilà, il est 16h30, je vais enregistrer très vite après l'arrivée de la course et il est seulement 17h. Bon voilà, pour une vidéo qui peut être en ligne vers 18h15, voilà, peut-être pas besoin de short contrairement à un Tirreno Adriatico où il y a plus d'écart avec le moment où la vidéo arrive. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire la vidéo short. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. La petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Alors, vous voyez, on n'est pas sur Pro Cycling Stat, on est sur Dico du Sport aujourd'hui pour cette vidéo. Dico du Sport, qui est un site très intéressant si vous voulez avoir le résultat des compétitions sportives. Voilà, vous avez l'équipe. Dico du Sport, c'est pas mal aussi. En passant, ça permet de faire la promotion du site, mais on va surtout regarder le classement parce qu'il est mieux fichu que le classement de Pro Cycling Stat où vous avez tous les coureurs, donc ça fait des gros pavés comme ça permet de mieux voir la différence entre différentes équipes. On commence tout de suite, qui s'est imposé aujourd'hui. Format aussi particulier pour cette vidéo, avant de commencer tout de suite, tout simplement, c'est un contre-la-montre, comme les contre-la-montre individuels sur un contre-la-montre par équipe, on va s'intéresser au chrono de toutes les équipes, donc il n'y a pas vraiment de top et flop différenciés, contrairement à d'habitude. Allez, on commence tout de suite avec ce contre-la-montre à Auxerre. Les 15 premières équipes ont eu des conditions en termes de temps, de conditions climatiques qui étaient parfaites. Pour les 5-6 dernières équipes, il y a eu de la pluie, notamment sur la dernière partie de course, qui a eu des conséquences, notamment pour les chronos. Et surtout, comme il y avait de la pluie, eh bien, ça veut dire qu'il n'y avait plus de vent. Hein, vous savez, ceux qui regardent la voile avec moi le savent, mais quand il y a de la pluie, c'est très rare qu'il y ait du vent en même temps. C'est une question de nuages, c'est une question de météo. C'est extrêmement rare que vous ayez à la fois de la pluie et des grosses rafales de vent. Normalement, quand vous avez de la pluie, il y a moins de chances d'avoir du vent. Donc, vu que l'averse est tombée, ça a un peu arrêté le vent sur la fin du parcours. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo. Vainqueur du jour, UAE Team Emirates. 31 minutes 23 pour faire ce parcours. Donc ça a roulé quand même fort hein, pour ses concurrents. Ce qui est intéressant du côté de la UAE Team Emirates, c'est que ils ont été réguliers sur tout leur parcours. Il y a des équipes qui ont eu tendance à faire un gros premier intermédiaire et parfois avoir peut-être du mal à finir. Eux, ils ont réussi à très très bien finir leur contre-la-montre parce qu'ils sont restés vraiment collectifs. La force aussi d'avoir Almeida, Jevine, McNulty dans cette formation, donc ça permettait aussi de rester bien groupés parce qu'on avait des coureurs qui avaient un niveau qui était similaire. Et ils finissent troisième au premier intermédiaire à 17 secondes de Soudal Quick-Step. La différence, c'est que Soudal Quick-Step, encore une fois, a eu de la pluie sur la dernière partie de parcours et ils ont perdu pas mal de temps sur la fin. Mais tu vois que du côté de UAE, le parcours a été régulier. Eux, ils sont partis 4e, 5e équipe. Ils sont partis assez tôt, UAE. Ils n'avaient pas de temps de référence. Alors moi, je me suis dit, quand ils sont partis sans temps de référence, j'ai eu l'idée de me dire, Soudal, Bora, les équipes qui partent après vont avoir des temps intermédiaires grâce à UAE. Ça va les aider pour calculer leur allure, ce qui n'a pas été le cas. Parce que donc c'est UAE qui s'impose, encore une fois, avec sa deuxième partie de parcours, où ils ont été très performants. Quand on regarde notamment par rapport à la Jayco Alula, qui est parti dans des conditions similaires, eh bien, il n'avait que 2 secondes d'avance sur la Jayco Alula, donc ils mettent 13 secondes à la Jayco Alula. Si on regarde EF, qui était à 21 secondes, 50, eh bien EF finit dans les mêmes chronos par contre, parce qu'ils ont fini aussi très collectifs.
Ineos à 22 secondes. Mais voilà, ils ont plutôt bien fini. UAE sur la dernière partie de parcours, encore une fois, avec ses très bons rouleurs. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir McNulty, maillot jaune, ce que je n'avais pas anticipé quand j'ai fait la présentation de l'étape de demain en début d'après-midi. Donc ça change un petit peu mes favoris. Mais vous verrez ça demain dans la vidéo à 7h30. Je rappelle 7h30 la vidéo de Paris-Nice, 9h Tirreno Adriatico pour des questions d'horaire sur YouTube. Parce que quand vous faites des vidéos qui sont trop collées les unes aux autres, ça c'est pas top au niveau des vues. Donc c'est pour ça qu'elle arrive à 9h. Parce que sinon la vidéo Paris-Nice, il aurait fallu que je la mette à 6h30 pour que l'autre soit en ligne à 8h15, un truc comme ça. Ça aurait été un peu problématique. Donc voilà, 7h30 pour Paris-Nice, 9h pour Tirreno Adriatico pour les deux vidéos de présentation d'étape tous les jours, normalement, à part s'il y a un problème. Deuxième équipe, Team Jayco Alula, je l'avais mis parmi mes favoris, hein. Je vous avais dit Jayco Alula, c'était ma grosse cote, parce que je vous avais dit Jayco Alula, c'est une équipe qui s'est roulée, c'est une équipe où il y avait Luc Plapp en plus au départ, donc ça c'était plutôt pas mal, avec Michael Matthews aussi, voilà, t'avais des coureurs dans l'effectif qui pouvaient faire un très très bon chrono. Jayco Alula, le problème c'est qu'ils se sont retrouvés, il y avait Dorbridge aussi dans l'équipe qui a fait de la poursuite par équipe notamment, donc c'est toujours un coureur qui est intéressant dans un chrono par équipe au niveau des allures. Le problème de Jayco Alula, c'est qu'ils sont partis une fouille fort par rapport à UAE, ce qui fait qu'ils se retrouvent à 4 en fait à l'intermédiaire, et forcément sur le chemin du retour, à 4, les relais arrivent plus vite. Alors même si voilà, c'était des bons rouleurs de contre-la-montre qui étaient ensemble, ça te mettait un petit peu en difficulté quand même du côté de l'équipe australienne. Donc c'est là où se fait la différence par rapport à la UAE. C'est sur cette dernière partie de parcours, parce que j'avais dit il fallait rester collectif le plus longtemps possible et vraiment commencer à partir, je dirais, de 5-4 km de l'arrivée, à commencer à ce que des coureurs sautent les relais et disparaissent un petit peu. Et là, le problème, c'est que ça s'est passé beaucoup trop tôt dans les côtes. Moi, j'avais dit dans les côtes, il faut mieux rester collectif. Il me semblait que c'était plus intéressant. Et ça a été le problème de Jayco Alula, mais quand même un bon contre-la-montre pour cette équipe. C'est intéressant pour eux. Après, leur souci, c'est qu'ils n'ont pas forcément le grimpeur parfait au départ pour réussir à faire la différence au niveau du classement. Quand on regarde le collectif de cette formation, c'est vrai qu'il y a Chris Harper, mais ça me semble un peu léger, Chris Harper, pour tenter de jouer le général sur cette épreuve. On poursuit du côté des équipes et on descend un petit peu ce classement avec EF. Belle surprise du côté de EF Education Easy Post qui finit à 20 secondes, qui a toujours été dans les temps. Encore une fois, dans des temps très intéressants pendant toute la journée. Là aussi, contre la montre régulier, ils sont restés collectifs pendant très très longtemps. Mais je ne m'attendais pas à un tel niveau de performance. Je l'avais dit dans les commentaires, quelqu'un me l'avait mis parmi ses favoris. Bien joué, parce que moi je ne les voyais pas du tout dans le coup. Parce que Bissegger, Rigoberto Urán, sur le chrono, c'est plus vraiment ça. Mais ça montre aussi que sur un contre-la-montre par équipe, il faut avoir un sens du collectif. Il faut rouler ensemble, il faut savoir rouler ensemble. Et c'est ce qu'a réussi à faire l'AEF aujourd'hui, avec un gros collectif, de faire une belle performance. Forcément, ils profitent aussi du fait que les conditions climatiques n'ont pas aidé la Quick Step, mais c'est plutôt intéressant, ce qui veut dire que Urán peut peut-être jouer un top 10 quand même sur ce Paris-Nice. Donc pour sa dernière année chez les professionnels, ça peut être très très intéressant pour le coureur colombien, mais c'est plutôt un bon chrono du côté de la formation américaine, et je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Donc bien joué du côté de cette formation, parce qu'ils ont très très bien roulé sur la fin. Quatrième, l'équipe qui a souffert sur la dernière partie de parcours, eux et Bora, ils ont vraiment souffert sur la fin. Ouais, c'est dommage pour Soudal Quick-Step, parce qu'ils avaient fait vraiment un temps canon au premier intermédiaire, ils étaient en tête. En plus, il y avait un très bon Van Wilder, donc je vous l'avais dit, pour moi dans cette équipe, c'était Vervaeke le point faible, voire Pedersen. Après, le reste, c'était du très solide, comme chez UAE. Je pensais également la même chose chez Bora, mais là, ils ont vraiment, sur la deuxième partie de course, eu des difficultés, alors que pourtant, ils sont encore collectifs, là aussi. Mais la pluie, tout simplement, dans les derniers virages autour d'Auxerre.
Hein, je vous rappelle, on passait par un National 151 et au lieu de continuer sur un National 151 pour arriver jusque dans la zone d'arrivée, on faisait un petit détour par des routes un peu plus compliquées, un peu plus étroites. Et ça a vraiment mis en difficulté, je pense, les coureurs de la Soudal Quick-Step avec les vélos de chrono. Surtout que la pluie n'était pas totalement prévue. C'est-à-dire qu'il y avait des possibilités d'averse, mais moi je vous avais dit il y avait 50% de chances de pluie. Alors quelqu'un m'avait mis dans les commentaires, la pluie est prévue, mais je pense que tout le monde n'était pas sûr. Donc au niveau des roues, au niveau de la pression sur les roues, eh bien tout simplement du côté de la Soudal Quick-Step, je pense qu'on est parti avec des pressions temps sec. Quand ils sont arrivés sous la flotte, ça avait peut-être été un petit peu compliqué pour les coureurs. Si en plus il y avait des roues à bâton, j'ai oublié de regarder s'il y avait des roues à bâton du côté de la Soudal Quick-Step, forcément c'est pas aussi réactif un vélo de contre-la-montre qu'un vélo classique. Et sous la pluie, ça a peut-être rendu la route très glissante et Remco Evenepoel a peut-être pas voulu se mettre au tas dans les derniers virages. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que donc il a perdu du temps aujourd'hui, Primoz Roglic aussi, donc ça va nous donner une course très ouverte, peut-être dès demain au Maubrouilly, où on va vouloir tenter des grosses hostilités, des grosses attaques assez loin de l'arrivée. Egan Bernal qui confirme, 5e avec la Ineos Grenadiers, à 22 secondes. La Ineos Grenadiers, c'est vraiment l'équipe qui est restée le plus longtemps ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont restés à 7. Voilà, quasiment pendant les 3 quarts du parcours, avec quand même un Joshua Tarling qui a souffert dans la montée à mi-parcours. On voyait que c'était compliqué, mais ils ont voulu rester le plus collectif possible. C'était déjà leur stratégie l'année dernière, où ils avaient voulu rester ensemble très longtemps sur la course. Donc Egan Bernal, il est toujours dans le match pour le général. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça montre aussi du côté d'Egan Bernal qu'on a retrouvé de la confiance avec le vélo de contre-la-montre. Parce que je rappelle qu'il était tombé avec un vélo de contre-la-montre, donc ça aurait peut-être pu être compliqué pour lui au niveau de la confiance physique. Donc voilà, là ça s'est bien passé. Donc belle perf, voilà, un beau top 5, donc avec UAE, Jayco, EF, Soudal, Ineos. On passe aux équipes qui, pour certaines, ont limité la casse, pour certaines, n'ont pas fait une belle performance. Visma Lease a Bike. Ouais, c'était compliqué pour Visma Lease a Bike, il n'y avait pas un énorme collectif, je l'avais pas mis cette équipe-là parmi mes favoris. Je suis toujours pas convaincu par les casques. En passant avec les casques, il y a eu une note de l'UCI, je ne sais pas si vous l'avez vu, note de l'UCI qui dit qu'ils vont clarifier les règles au niveau des casques. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'on va être beaucoup plus sévère au niveau des casques à partir de maintenant, et surtout que Specialized ne pourra plus utiliser sa cagoule au niveau de son casque, donc ce qui va peut-être provoquer des modifications du côté de Specialized, donc du côté de Bora, du côté également de Remco Evenepoel avec sa formation. Ils ne pourront plus utiliser la cagoule car c'est considéré comme un objet inutile pour la protection du coureur. Or, le casque, tous les éléments au niveau du casque doivent être utiles pour la protection du coureur, donc il ne peut pas y avoir d'objet inutile. Et c'est vraiment la note qu'a mis l'UCI. Donc ils ont jusqu'en avril, ils peuvent l'utiliser, donc ils peuvent encore l'utiliser pendant 1 mois. Et ensuite, notamment pour le Giro, pour le Tour de France également, eh bien, il faudra utiliser un autre casque ou enlever la cagoule de ce casque. Et on verra également du côté du casque de la Visma, qui pour le moment n'est qu'un prototype, ce que dira l'UCI, mais j'ai l'impression que l'UCI veut mettre le haut là, un petit peu sur la forme des casques, parce que là, c'est vrai que du côté de la Visma, on est peut-être allé un petit peu trop loin. Et je ne suis pas convaincu, encore une fois, de l'efficacité de ce casque. Je trouve vraiment quand les coureurs ont pas la position, ça a tendance à faire un petit peu des appels d'air. Autant le casque de la Bahreïn, je serais une chouille plus convaincu par le nouveau casque de la Bahreïn, autant je trouve que là, au niveau du casque, vraiment, quand tu n'es pas en position parfaite, j'ai l'impression qu'au niveau du vent, ça crée des petites turbulences. C'est le ressenti. Après, encore une fois, j'imagine que chez Visma, on a fait des tests en soufflerie, on a fait plein de tests, mais des fois, entre ce qui fonctionne en soufflerie et ce qui fonctionne dans la réalité, il y a des différences. Encore une fois, parce que dans une soufflerie, vous ne pouvez pas pédaler à haute intensité comme sur un contre-la-montre. Vous êtes sur du plat, sur un sol qui est parfait. Or, tout simplement, dans un contre-la-montre, quand vous êtes au bout de 20 minutes d'effort, le geste peut se dégrader. Et si quand le geste se dégrade, ça crée des turbulences et ça crée un frein aérodynamique, et bien dans ce cas-là, la bonne idée se transforme en très mauvaise idée pour la fin de parcours.
Astana, très bien Astana. Je m'attendais pas à cette performance-là sur le chrono. Ils sont partis dans les premiers, Astana, deuxième ou troisième équipe. Je crois que c'était la troisième équipe, Astana. Très très bon contre-la-montre. Ils ont bien géré. Alors on n'a pas eu d'image. Donc je ne peux pas vous dire un petit peu ce qui s'est passé pendant leur contre-la-montre. Mais c'est très très bien. Comme Decathlon. Parce que je pensais que Félix Gall allait perdre plus de temps que ça. Et au final, bah, quand tu regardes hyper au jeu des conditions climatiques, il perd 17 secondes sur Remco Evenepoel. Mais en fait, à part avec UAE, sinon, ils perdent assez peu de temps par rapport à ce que je m'imaginais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Félix Gall, parce que je me disais, Félix Gall est pas bon sur le chrono. Alors même si tu as Armirail, même si tu as Sam Bennett qui peuvent l'aider, bah, j'ai peur que, grosso modo, on le tracte un petit peu comme un poids mort. Et bah ça a plutôt bien marché, donc peut-être enfin des progrès pour Félix Gall dans le chrono, parce qu'on n'avait pas pu vraiment le voir du côté du Tour d'Andalousie, où c'était quand même une étape très particulière avec ces 5 km de chrono. Cofidis aussi, pour les frères Izagirre, parce que bah, Cofidis n'a jamais été très bon sur les chronos par équipe. Autant Groupama a fait des progrès, autant tu vois, tu as des formations qui au départ n'étaient pas bonnes et qui ont bien progressé. Cofidis, c'est pas forcément une équipe qui est performante dans ce domaine-là, donc finir à 39 secondes, c'est plutôt pas mal. Là encore, Cofidis est parti dans des conditions qui étaient idéales, à peu près les mêmes conditions qu'UAE. Mais c'est plutôt bien du côté de la Cofidis avec Brian Coquard, avec aussi Yann Izagirre, donc ça va permettre aux coureurs espagnols de rester dans le match également pour le classement général, où il avait déjà été très bon il y a quelques années. 10e, Bahrain Victorious. Où il ne fallait pas s'attendre à un miracle, vu l'équipe emmenée au départ. Encore une fois, hein, bon, il n'y avait pas forcément... il y avait Jack Egg, il y avait des coureurs comme ça qui pouvaient te mettre un petit peu en difficulté du côté de la Bahreïn. Il fallait tenir, il y avait Buitrago, voilà, Jack Egg, Gradek, Radjovic, Schotterling, Fred White. Alors Schotterling et Fred White pas mal. Le reste, après, c'était un petit peu compliqué. Il y avait Bilbao également pas mal sur le chrono, mais le reste, c'était un petit peu compliqué pour tenir la cadence. Donc, je dirais qu'ils voilà, ils sont à leur place. 10e, je pense que c'était à peu près leur niveau aujourd'hui. La contre-performance du jour, la Bora Hansgrohe, 54 secondes de perdu. Très mauvaise gestion de course du côté de la Bora Hansgrohe. Moi, je m'attendais vraiment à un chrono similaire à Remco, hein. Voilà, je m'attendais à un vrai match entre ces deux formations. J'avais dit, bon, faut pas oublier la UAE, mais je m'attendais vraiment à un vrai match entre ces deux formations. Or, la Bora, bah, au premier intermédiaire, ils sont déjà plus que 3. Donc tu peux pas tenir sur 14 km à 3. Pourtant, je l'avais dit ce matin, ils m'ont pas écouté la Bora lors du briefing. J'avais dit, il va falloir rester compact très longtemps. Tu peux pas faire 10 km à 3. C'est un peu l'idée. Bah oui, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire 15 bornes à 3. Pas suffisant. Tu rajoutes à ça les conditions climatiques qui se sont détériorées sur la fin de leur parcours. Bah, c'était beaucoup trop compliqué pour la Bora Hansgrohe. Voilà, c'était beaucoup trop difficile aujourd'hui pour être performant. Pourtant, l'équipe au départ, elle avait de la gueule. C'est là aussi où j'ai du mal à comprendre comment on a fait pour se retrouver à 3 à mi-parcours, parce qu'il y avait quand même Nico Denz, Haller, Jungels, Sobrero, Van Poppel, Vlasov. Donc voilà, j'avais dit c'était presque Haller qui était pour moi le point faible de l'équipe, mais pour moi c'était moins un point faible dans cette équipe que Vervaeke du côté de la Soudal Quick-Step, et pourtant ils se sont vraiment écroulés sur la première partie de course. Donc peut-être qu'ils sont partis trop fort, peut-être qu'ils avaient prévu une stratégie, et comme les conditions climatiques ont changé, la stratégie n'a pas du tout fonctionné. Mais ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Bora. Il y a peut-être eu aussi un problème technique de certains coureurs chez Bora, mais ils se retrouvaient très vite en difficulté, et en étant aussi peu, c'était compliqué du côté de l'équipe allemande. Lotto Destiny, Total Energy, là aussi, je m'attendais pas forcément à des miracles pour ces équipes-là, donc 12 et 13, oui, c'est correct, on va dire ça. Groupama, un petit peu loin, mais là encore, du côté de l'équipe, c'est vrai qu'autour de David Gaudu, c'était pas exceptionnel au niveau du contre-la-montre, mais ça fait du temps de perdu un petit peu sur tout le monde pour David Gaudu, qui l'a dit un petit peu en interview, qu'il n'est pas au top encore de sa condition physique. Donc je pense qu'ils ont modifié encore des choses par rapport à leur manière de faire.
Et là, oui, ça les met un petit peu en difficulté quand même du côté des Groupama parce qu'ils se retrouvent un petit peu loin aujourd'hui à 1-0-1. Ensuite, Arkea, bon là aussi, hein, autour d'Arnaud Desmar, il n'y avait pas vraiment d'objectif de faire un gros temps vu qu'il n'y a pas vraiment de leader pour le général. Donc, bon, une douce et là encore, voilà, c'est moyen du côté d'Arkea. Bon, on s'attendait pas à un miracle. Pareil pour Tudor, avec De Klein, avec Matteo Trentin. Surtout que chez Tudor, je pense qu'ils n'ont pas fait beaucoup de contre-la-montre par équipe dans cette formation encore. Donc peut-être un manque d'expérience dans ce domaine-là pour l'équipe suisse. Lidl Trek, alors ça c'est vrai. Alors on parlait de contre-performance avec Bora, avec notamment. Là pour moi, oui, Schialmozo, ça le met en grande difficulté. Pourtant je me disais, je m'attendais pas à une énorme performance, mais je m'attendais pas à ce que ça soit la cata en termes de chrono quand même à ce point-là. Parce que chez Lidl, bah, ils emmenaient donc Pedersen, mais il y avait quand même Declercq qui est capable de rouler sur des longs bouts droits. Bon, il y a Schialmozo qui roule bien. Il y avait Stuyven aussi. Donc tu avais quand même la possibilité de faire un contre-la-montre où ils finissent quand même loin par rapport à Total. C'est-à-dire, je me dis, leur équipe n'était pas pire que l'équipe Total. Donc, ils se prennent quand même 15 secondes par la Total. Je m'attendais voilà, à ce qu'ils soient au niveau de la Bahreïn, par exemple. Ils sont quand même loin de la Bahreïn aujourd'hui, Schialmozo et autres. Je me dis que ouais, le contre-la-montre a été très très compliqué. Et puis après, bon, les autres équipes, que ça soit DSM, on joue pas grand chose au niveau du général, Alpecin de Koninck non plus, Intermarché non plus. Il n'y a que la Movistar, j'ai envie de dire, avec Guerrero. Mais bon, on savait que ça allait être compliqué du côté de la Movistar. J'en avais parlé ce matin, avec seulement Cavagna et Johan Jacobs. Peut-être Nosgard un petit peu pour emmener. C'est vrai que ça allait être compliqué. Israël également, qui finit très loin. Mais Israël, ils sont partis en premier. Et Fuglsang, bah, il n'est plus vraiment au top, hein, tout simplement. Et là aussi, l'équipe n'était pas forcément très solide pour faire un grand contre-la-montre. Eh bien, on a fait le tour de cette étape. On peut, alors, du côté du classement général, je vais vous le donner. Mais bon, c'est... hop. Ah, attendez. Hop. Non, ça va pas le faire. Le classement général aujourd'hui de cette étape. Eh bien, McNulty donc en tête devant Fischer, Black, Almeida, Jevine, tous les 4 à égalité. À 15 secondes, on retrouve Matthews, Harper, Luc Plapp. À 18 secondes, Remco Evenepoel qui, je rappelle, avait pris des secondes de bonification. Owen Doul, Egan Bernal, également à 20 secondes. On retrouve ensuite Carlos Rodriguez avec Van Wilder de plus. Rigoberto Urán est à 23 secondes. Jorgensen à 32 secondes. On a également Paré Peintre à 39 avec Terrada et Yannis Aguirre à 40 secondes. 41 secondes, on a Marc Solé, on a Bilbao à 42 secondes. On a Roglic donc, qui se retrouve à 54 secondes avec Vlasov à 58. Steph Kras à la minute. David Gaudu à une 0-1 au niveau du classement général. Et Schialmozo donc se retrouve quand même à 1 minute 13 pour le moment de la tête de course. Donc ça fait pas exceptionnel, quoi, hein, ça fait un peu loin. Et Guerrero donc, se retrouve à 1,56. Storer à 2,06 après ce contre-la-montre aujourd'hui. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!